Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Je suis Estelle Serpollet. Je suis Emma Flippon. Nous sommes ingénieurs agronomes spécialistes de la biodiversité cultivée et passionnés par la sélection participative. Ici, on vous parle de graines, de celles et ceux qui les cultivent et les étudient, de semences paysannes mais pas que, d'autonomie des agriculteurs, de collectifs, parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Cultiver la biodiversité, épisode 19. Logiciels libres et semences paysannes, quel point commun ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cultiver la biodiversité qu'on a enregistré en ligne avec Christophe Chaudier. Et donc c'est un épisode croisé avec la chaîne YouTube de Christophe sur l'entrepreneuriat éthique. On vous invite du coup à aller voir aussi son épisode sur sa chaîne YouTube. Et donc dans cet épisode, on a voulu creuser les points communs et les différences entre logiciels libres et semences paysannes. Bonjour Christophe et Estelle. Alors aujourd'hui, on fait une interview un petit peu particulière parce que on va interroger une personne qui ne travaille pas avec la biodiversité cultivée. Mais vous allez voir, il y a un lien quand même parce que dans notre travail toutes les deux avec Estelle, on a entendu plusieurs fois des personnes nous dire que les semences paysannes, c'était comme les logiciels libres. Et nous, les logiciels libres, on n'y connaissait pas grand-chose, mais on a eu envie d'en savoir plus parce qu'on a trouvé ça intéressant. Et du coup, on a eu envie de faire un épisode où l'idée, c'est de comparer logiciels libres et semences paysannes et plus généralement biodiversité cultivée pour comprendre si vraiment on pouvait faire des parallèles ou si pas du tout, ou alors où est-ce qu'on pouvait en faire et où est-ce qu'on pouvait pas vraiment en faire. Et donc pour ça, on interroge Christophe Chaudier de l'Hydra. Et en fait, Christophe, il est dans la même coopérative que nous. Cette coopérative, elle s'appelle Oxalis. Donc c'est une coopérative d'activité et d'emploi. En fait, ce genre de coopérative, ça rassemble des entrepreneurs, des entrepreneuses. On partage un réseau, on partage une entreprise. On mutualise aussi d'autres choses, mais on a toutes et tous notre identité et même nos activités, parce que vous allez voir que Christophe, il fait des trucs très différents de nous. Et donc, comme Christophe, il fait aussi des podcasts, on s'est dit que c'était l'occasion de discuter ensemble. Alors, juste pour toi, Christophe, et puis en général, avant que tu puisses te présenter, je vais juste faire un rappel très rapide des semences paysannes. Donc, ça va un petit peu introduire et on va commencer à pouvoir faire le lien avec justement les logiciels libres quand tu vas nous les décrire. Alors, les semences paysannes, on tient cette définition du réseau semences paysannes et puis on l'a aussi un petit peu complétée. Donc, c'est des semences qui sont adaptées au terroir grâce à leur diversité génétique. Elles sont aussi gérées en réseau comme un commun. Et la définition que le réseau de semences paysannes donne au commun, c'est une chose qui est gérée par un collectif. Et c'est ce collectif qui définit les règles d'usage. Les semences paysannes, elles ont aussi pour objectif l'autonomie semencière. Elles sont sélectionnées et multipliées à la ferme en pollinisation libre, c'est-à-dire que tous les individus peuvent se croiser entre eux. Elles n'ont pas de biotechnologie dans leur historique de sélection. Et pour finir, elles sont cultivées en agriculture paysanne, bio ou en agroécologie. Voilà pour cette petite introduction. Et je pense tu as parlé de diversité génétique au début en disant que la diversité génétique leur permettait d'être adaptées au terroir. Mais ce qu'on peut peut-être rajouter, parce que a priori j'y vois un lien avec les logiciels libres, c'est qu'en fait cette diversité génétique, elle permet aussi l'évolution dans le temps. Et que chacun des utilisateurs puisse profiter ou orienter cette diversité pour la modeler et en faire justement des semences qui soient adaptées à un nouveau terroir. Mais voilà, ça permet aussi l'évolution. Et du coup, Christophe, si tu veux te présenter et puis présenter ton métier et l'Hydra, s'il te plaît, avant qu'on démarre sur les logiciels libres.
Merci pour cette introduction. Je l'y vois un peu plus clair sur les semences paysannes. Alors, moi, c'est Christophe Chaudier. En fait, j'ai co-créé un collectif de freelance qui s'appelle l'Hydra. L'Hydra, grosso modo, on est 3 aujourd'hui dedans, 3 freelances et on aide les entreprises principalement à déployer leur logiciel sans couper leur service. Typiquement, aujourd'hui, Facebook, quand il installe un nouveau logiciel, on voit pas Facebook se couper. Et ben nous, on aide les PME, TPE et les grosses institutions à faire ça. Et on le fait au travers du DevOps. C'est pour ça qu'on a développé une autre marque qui s'appelle les Compagnons du DevOps, qui est en fait un groupe de professionnels où on discute du DevOps. Et le DevOps, c'est la collaboration entre les diverses équipes des équipes informatiques dans une entreprise. Il y a historiquement les devs et les ops. Je vais pas aller plus loin. Et donc, nous, on fait de la prestation, de l'accompagnement, de la formation, du mentorat, d'où le compagnon, parce que le compagnonnage, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et on a des initiatives et notamment des valeurs, et le logiciel libre fait partie de ces valeurs, puisque nous, on prône l'utilisation de logiciels libres, on essaye de développer du logiciel libre aussi dans nos activités. Et puis à côté de ça, on a d'autres activités, mais c'est peut-être moins intéressant pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Super, merci. Et alors, avant de commencer, je vais aussi te poser une des questions signature du podcast, qui est, c'est quoi pour toi la biodiversité cultivée? Du coup, si j'analyse sémantiquement, parce que comme j'ai dit, je m'étais pas préparé sémantiquement. Du coup, je vais dire que c'est la diversité du vivant. Et cultiver, c'est avec la main de l'homme. En gros, la main de l'homme, elle va peut-être chercher à amener de la diversité du vivant dans les jardins, dans les potagers, etc. C'est comme ça que je l'entends. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Pour info, je vis en ville et j'ai pour projet d'aller retourner à la campagne et à la forêt et donc de recréer un jardin parce que j'avais un jardin quand j'étais tout petit avec mes parents. Ça fait très longtemps que j'ai pas jardiné ou fait quoi que ce soit. Chouette, donc tu vas te refamiliariser avec la biodiversité cultivée alors. Probablement oui. Ok. Et si tu as besoin de semences pour ton futur jardin, tu trouveras quelques infos dans certains de nos épisodes. Et ben du coup, si Christophe, tu es d'accord maintenant de nous décrire ce que sont les logiciels libres, comment ça fonctionne de manière générale, un petit peu de nous présenter en fait leur historique, on va dire, et puis maintenant, aujourd'hui, dans quoi ils sont utilisés. Alors, d'habitude, j'ai une petite présentation pour faire ça. Là, on est sur un format audio podcast, donc va falloir vous accrocher à votre casque et je vais essayer de rester didactique. Arrêtez-moi, Estelle ou Emma, si jamais vous avez des questions. Mais en gros, il faut savoir que le logiciel libre, si je fais un bref aparté, il est né dans les années 90 à peu près. Un mouvement du logiciel, enfin plutôt un état du logiciel qu'on avait à cette époque-là. L'informatique, c'est encore très récent, c'est une industrie très récente. Ça date des années 50-60, on va dire. C'est très jeune comme industrie. Et à l'époque, dans les années 90, il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui les logiciels propriétaires ou privateurs, des logiciels qu'on était obligé d'acheter. Et puis, on savait pas ce qu'il y avait dedans. Et il y a un monsieur qui s'appelle Richard Stallman qui a lancé un mouvement, le mouvement du libre. Et ce qui est intéressant, c'est que il s'est inspiré de la devise française. Alors Richard Stallman, c'est un universitaire américain et il s'est inspiré de notre devise liberté, égalité, fraternité parce que il a dit un jour que les logiciels libres, ça devait être la liberté parce que les programmes libres, ils doivent respecter notre liberté d'utilisateur, l'égalité parce que à travers un programme libre, personne n'a le pouvoir sur personne. Et la fraternité parce que les logiciels libres, ils encouragent la coopération entre les utilisateurs. Donc, je trouve ça toujours très intéressant de me dire que notre devise que nous-mêmes on a oublié, que quelqu'un d'américain s'en inspire pour faire les logiciels libres. J'ai oublié de dire que j'étais très politisé, mais on est en coopérative, tout le monde l'est, on va dire. Et donc, il a tiré de ça un manifeste. Ce manifeste, il y a 4 points dedans. Et c'est les 4 libertés fondamentales qui fondent un logiciel libre. Il y en a parfois d'autres, mais en tout cas, celle qu'il donne, lui, et que il y a un groupement qui s'appelle la Fondation, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il y a un groupement qui gère les licences libres parce qu'il y en a plusieurs. On y reviendra peut-être. Elles sont basées sur ces 4 règles, 4 libertés, excusez-moi, c'est pas des règles, c'est des libertés. En gros, ces libertés, c'est utiliser, copier, étudier et modifier.
Donc utiliser, pourquoi ? Parce que le programme, on peut l'utiliser où on veut et on peut en faire ce qu'on veut. On est libre de l'utiliser. On peut le copier, ça veut dire qu'on est libre de le redistribuer auprès d'autres personnes. Ce qui n'est pas possible avec un logiciel propriétaire, parce que si vous prenez votre Windows, j'imagine que vous êtes sous Windows, vous pouvez pas le prendre. Ah bah très bien, mais il y a des gens qui nous écoutent qui sont sur Windows, ou peut-être même qui sont sur iOS ou sur des smartphones Apple. Eh ben on peut pas prendre le code qui est sur le smartphone et le redistribuer à quelqu'un. Avec un logiciel libre, on peut. On peut l'étudier, et ça c'est le point le plus important, ça veut dire qu'on étudie le fonctionnement du programme pour justement comprendre ce qu'il fait. Et donc là, bon, évidemment, on n'est pas tous égaux devant cette liberté-là, parce qu'il faut connaître le langage qui est utilisé, mais en tout cas, c'est disponible, et on peut le lire, ou on peut se fier aux personnes qui le lisent. Et enfin, et surtout, on peut modifier le programme, on peut faire ce qu'on veut dedans, et évidemment, on peut reboucler avec les autres libertés. Ça veut dire qu'une fois le programme modifié, on peut le copier, le distribuer, l'étudier, etc. Enfin, vous voyez l'idée. Voilà, ça c'est grosso modo, succinctement, ce que c'est qu'un logiciel libre. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Beaucoup de choses. Ouais, ça fait beaucoup de parallèles avec les semences paysannes, effectivement. Alors, peut-être pour reprendre, j'avais une micro-question sur l'égalité et sur ce que tu disais par rapport au fait que personne n'a de pouvoir sur personne. Qu'est-ce que tu entendais par là? Est-ce que tu peux préciser un tout petit peu ce point-là? Alors, moi, j'entends rien, c'est Richard Stallman qui l'entend, mais je peux extrapoler ce qu'il dit avec ma pratique du mouvement du libre et des logiciels privateurs. Je vais utiliser le terme privateur parce que souvent on entend le terme logiciel propriétaire, mais ça renvoie à la notion de propriété, alors qu'en fait, le terme logiciel privateur nous renvoie au terme de privation de liberté. C'est-à-dire qu'on est privé de notre liberté, et dans les graines, c'est pareil, hein. On pourra en parler, je pense, tout à l'heure. Ce qu'il entend par égalité, c'est qu'en fait, un programme libre, personne n'a de pouvoir sur personne. C'est que quand on utilise un logiciel privateur, la société ou la personne qui édite ce logiciel, elle a le pouvoir total sur ce logiciel-là. Ça veut dire qu'elle vous le fournit, et si elle décide du jour au lendemain de changer quelque chose dans le logiciel et de vous le redistribuer, vous n'avez pas d'autre choix que de l'utiliser. Je prends un exemple tout bête, mais Microsoft, quand il édite Windows, il le distribue aux utilisateurs, et quand il fait une mise à jour, déjà, elle est d'office répandue, on peut pas choisir, mais en plus, il peut activer des choses, comme par exemple, je vais décider d'enregistrer les touches qui sont tapées au clavier de mon utilisateur parce que je veux savoir ce qu'il fait et parce que ça peut m'aider à concevoir un meilleur logiciel. Donc on se retrouve avec un mouchard alors qu'on l'a rien demandé. Microsoft a donc le pouvoir sur nous. C'est ce que je viens de dire, hein, c'est pas une extrapolation. Ça s'est vérifié. Microsoft a réellement fait ça par le passé. Ok. Alors là-dessus, je me dis sur le fait qu'il y ait les propriétaires d'un logiciel aient un certain pouvoir par rapport à ce qu'ils peuvent finalement récolter comme information sur nous. C'est pas forcément transposable aux semences, mais tout à l'heure sur les logiciels privateurs, t'as dit que en fait on est obligé de l'utiliser sans savoir ce qu'il y a dedans. Et ça, moi, ça me fait penser aux semences, enfin en tout cas aux semences commerciales. Et notamment, il y a un grand souci en agriculture biologique, c'est que en agriculture biologique, il y a des règles qui sont données sur les semences par la Fédération internationale des mouvements de l'agriculture bio. Et dans ces règles, un peu ces directions qu'elle donne pour les semences en agriculture biologique, l'IFOAM, c'est cette fédération, en fait, elle dit qu'on ne devrait pas avoir de biotechnologie, zéro biotechnologie, en fait, dans les semences bio. Or, aujourd'hui, en fait, les semenciers qui font des semences commerciales, donc avec des droits de propriété intellectuelle, en Europe au moins, ils veulent souvent pas répondre à cette question quand des agriculteurs bio leur demandent qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce que vous avez utilisé telle ou telle technologie, ou on a su que pour telle espèce il y avait telle biotech qui était souvent utilisée.
Je prends l'exemple du chou-fleur. Il y a une biotech qu'on appelle la CMS, la stérilité mâle cytoplasmique. Eh bien, il y a beaucoup de semenciers qui veulent pas répondre. Donc, s'ils ont utilisé ou pas cette technologie. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles certains agriculteurs bio, du coup, se sont tournés vers les semences paysannes. Parce qu'en fait, une des caractéristiques des semences paysannes, c'est que, en fait, on raconte une histoire, on raconte, en transmettant des semences, on raconte souvent l'histoire qu'il y a derrière. Et en tout cas, on veut pas de biotech. Donc, dans une semence paysanne, on sait plus ce qu'il y a dedans, normalement, comme un petit peu ce que tu as dit sur les logiciels libres. Alors, ça dépasse un peu mon champ de compétences, mais ce que je peux dire en tant que personne qui s'intéresse à l'agriculture paysanne, parce que ça fait des années que je suis dans une AMAP et que j'essaye de faire attention à ce que je mange, moi j'ai été profondément révolté par... j'ai appris que les semences, en tout cas beaucoup, les semenciers, modifiaient le code génétique des graines pour éviter qu'elles se reproduisent. Je prends un exemple, mais jusqu'à preuve du contraire, une graine, on la plante, il y a une plante ou un fruit qui va sortir, et cette plante ou ce fruit va faire à nouveau des nouvelles graines qu'on peut replanter l'année suivante, etc., etc., etc. Et alors, je comprends bien l'envie commerciale de ces semenciers de gagner de l'argent et de faire du chiffre d'affaires, et donc de revendre toutes les années des semences aux mêmes personnes. Néanmoins, je trouve que modifier les graines pour faire ça, c'est justement nous priver de notre liberté de cultivateur, du coup, de pouvoir replanter nos semences. Ça va même plus loin parce que j'ai appris, alors je déborde un peu, vous m'arrêtez si je vais trop loin, j'ai appris que maintenant, en effet, certains semenciers déposaient du copyright sur des graines. Donc, grosso modo, on dépose des licences privatives sur du vivant. Et ça, pour moi, ça devrait être interdit purement et simplement par tout le monde, en fait. On ne devrait pas pouvoir faire ça. Même si, et là c'est un autre point, même si on sait que traditionnellement, l'homme, il a toujours manipulé les plantes et les espèces pour les faire vivre ou les importer à certains, tu le disais, les adapter au lieu où on va les faire pousser, mais ça reste encore artisanal et ça reste des croisements qui sont pas... on va pas changer le code génétique, en fait, de la graine. Et ça, pour moi, c'est vraiment privateur de nos libertés essentielles d'utilisateurs et de cultivateurs et cultivatrices. Oui, carrément. Il y a énormément de choses effectivement dans ce que tu as dit. Pour la première partie de ce que tu disais, est-ce que tu pensais aux hybrides quand tu disais on peut pas ressemer les semences parce qu'elles ont leur code génétique qui est modifié? Je sais pas, honnêtement, je sais que j'ai appris ça il y a quelques années et que je me suis gardé au fin fond de ma tête en me disant ouais, quand je rame mon jardin, il faudra vraiment que je fasse attention à ce que je puisse replanter mes graines parce que j'ai pas envie de les racheter toutes les années. Sinon, où va le monde? Si on doit racheter toutes les années nos graines, autant acheter des fruits et légumes aux paysans du coin, en fin de compte. Carrément. Alors effectivement, là la nuance elle est un petit peu complexe, mais souvent, en tout cas en Europe, c'est les semences hybrides où on dit qu'on peut pas les ressemer, mais en fait c'est pas techniquement vrai dans le sens où tu peux très bien ressemer une graine issue d'un plant qui est hybride, mais simplement ça va vraiment pas du tout donner la même chose. Et effectivement, les sélectionneurs en fait ils utilisent plein de méthodologies qui font que ces semences hybrides, une fois qu'on ressème la descendance, ça va avoir rien à voir en gros avec le pied parent, quoi. En fait, pour les semences, par rapport au logiciel libre, ça prive de la liberté de copier. C'est-à-dire que en fait, les semences hybrides, tu peux pas les recopier, tu peux pas les transmettre. Tu peux pas transmettre cette semence en disant eh bien, ça, c'est une courgette ronde et verte claire. Parce que si c'est une courgette hybride ronde et verte claire, quand la personne à qui tu la donnes, tu l'as copiée, entre guillemets, si tu as fait des graines avec, en fait, quand il va la ressemer, ça sera plus des courgettes rondes et vert clair. Il y en aura peut-être quelques-unes rondes et vert clair,
Il y en aura d'autres qui auront peut-être un peu d'autres couleurs, un peu d'autres formes. Voilà. Et par contre, sur le fait qu'une graine ne peut pas germer quand on la ressème, ça, c'est une des technologies utilisées par Monsanto, je crois, qui s'appelle la technologie Terminator, mais elle est quand même très peu répandue. Et en tout cas, quand elle a été faite, parce que je sais pas vraiment si elle est encore d'actualité, en tout cas, elle était sur 1 ou 2 espèces qui sont des espèces de grandes cultures extrêmement répandues, comme le maïs, je crois, et le soja. Et là, en fait, en effet, tu récoltais des graines qui ne pouvaient pas germer. C'était un OGM, donc là, vraiment, le code a été génétiquement modifié. Et sinon, on a souvent l'habitude de dire, comme Emma l'a dit, que les hybrides, on peut pas les semer, ou en tout cas, ça germe pas. Mais si ça germe, c'est juste que c'est pas une copie, c'est pas une bonne copie de ce que tu as eu. Donc, t'as pas la liberté de réutiliser ce que tu as semé au début. Tu as quelque chose de différent. Et ça, c'est par des voies plutôt biologiques, en connaissant la biologie de l'espèce, et parfois en mettant des biotechnologies dedans pour obtenir un hybride. Et du coup, moi, s'il y a des graines qui sont comme ça te prive aussi de la liberté d'étudier, parce que finalement, quand tu vas planter quelque chose, tu vas apprendre comment va pousser tes plants, comment faut les arroser, à quel moment faut les planter. Mais si tu dois racheter des graines toutes les années, finalement, est-ce que tu vas apprendre de ça, ou est-ce qu'il vaut mieux reprendre une graine qui est issue de la plante? Moi, je trouve que l'étude dans ce cas-là, parce qu'on va pas aller regarder le code de la graine, on va pas l'ouvrir avec notre petit cutter et puis aller regarder à l'intérieur. Attends, toi, t'as quoi? Il faudrait qu'on ait le code génétique, mais c'est pas à notre portée. Par contre, on peut étudier le fonctionnement d'une plante qui pousse. Oui, et en effet, tu peux pas étudier son fonctionnement. Tu peux étudier une année, mais pas l'année d'après sur la graine que toi t'aurais copiée. Enfin, du coup, voilà, ça désolidarise la copie et la modification, en fait, ouais. Enfin, la copie et l'étude. Et après, tout à l'heure, tu as aussi parlé de copyright, et t'as dit que on devrait pas du tout pouvoir mettre des copyrights sur du vivant. Et j'avais 2-3 réactions à dire, et puis je vois qu'Emma aussi peut-être avait des choses à dire, donc Emma, tu prendras la suite. En fait, oui, en Europe, en tout cas au moins en Europe, depuis les années, je sais plus, mais depuis très longtemps, depuis plusieurs dizaines d'années, on met des copyrights sur les semences, et ne sont autorisées à la vente que les semences qui ont un copyright. C'est-à-dire que la réglementation semencière en Europe interdit de vendre des semences qui n'ont pas de copyright. Et le copyright, c'est que, quand une semence a un copyright, elle est enregistrée, du coup, dans un catalogue. Donc, en France et en Europe, on n'a pas le droit de vendre des semences qui ne sont pas dans ce catalogue. Et voilà, là, on va peut-être pas développer, mais donc ça si, mais attends, du coup, j'ai un truc à dire par rapport à ça. Ça veut surtout dire que celui qui a le copyright a le droit de vendre sa semence, et la personne qui n'a pas le copyright n'a pas le droit. Ce qui veut dire que si on va voir notre petit producteur du coin et qu'on adore ses courges, je suis un fan de courges, qu'on adore ses courges et qu'on lui demande, si évidemment on récupère pas les graines de courges nous-mêmes, mais si on lui demande, est-ce que tu peux me vendre des graines de courges parce que j'adore tes courges, il a pas le droit de le faire en fait. Donc ça prive aussi les gens d'une rentrée d'argent qui pourrait, historiquement, je pense, on avait. C'est, je suis toujours la guerre des gros contre les petits, de toute façon. Mais Non, mais c'est intéressant parce que ça rejoindra des questions qu'on a sur le modèle économique. Et en effet, ce que tu dis est vrai. Si ton producteur, il a sa variété de courges qu'il a créée chez lui comme ça, mais qu'il n'a pas homologué pour avoir son copyright, il n'a pas le droit de te vendre des graines. Ouais. Par contre, il peut te vendre 1 kilo de courges et t'offrir des graines. Il y a plusieurs manières de transmettre des graines qui passent par un autre acte que la vente. Voilà comment on peut aussi faire vivre la biodiversité cultivée. Emma, est-ce que tu avais peut-être d'autres commentaires à faire ou d'autres précisions à apporter sur les copyrights? Oui, parce que je pensais quand même à quelque chose, une forme d'ouverture où j'aurais bien voulu faire le parallèle justement avec les logiciels, qui est ce qu'on appelle
privilège du sélectionneur, c'est-à-dire que quand même dans le cadre de et ça c'est la différence avec les brevets. Donc les brevets c'est plutôt sur les semences qui se font aux États-Unis. Nous en Europe, on a quand même quelque chose qui est un petit peu différent des brevets où en fait on a le droit de réutiliser les semences dans le cadre de la recherche pour en faire quelque chose par la suite. C'est-à-dire que un sélectionneur, il a le droit d'utiliser la semence d'un autre sélectionneur si ensuite il va l'utiliser pour refaire des croisements ou resélectionner à l'intérieur de la variété. Mais il faut quand même que ensuite ça donne une variété qui soit différente de la variété de base. Et du coup, je me demandais si c'était un petit peu le même principe ou pas du tout que l'open source, parce que tu expliquais qu'il y a une différence entre les logiciels libres et les logiciels open source. Et voilà, est-ce que du coup c'est le même parallèle qu'on peut faire? Et si c'est pas le cas, enfin dans tous les cas, est-ce que tu peux nous expliquer la différence du coup? Oui, alors il y a un grand débat sur la définition du logiciel open source, parce qu'il n'y a pas de consensus. Autant le logiciel libre, il y a un consensus parce qu'on connaît les 4 libertés. Du coup, ce que j'ai peut-être pas dit tout à l'heure, c'est que ces 4 libertés-là, elles ont été dérivées en licences, qui sont des licences du coup qu'on applique à notre logiciel, et en fonction de la licence, on a le droit de faire certaines choses ou pas. Si on sort de ces 4 libertés, on n'a plus un logiciel libre et on peut avoir un logiciel open source. Et il y a des gens qui disent que le logiciel open source, c'est un peu le logiciel libre sans l'éthique. Moi, c'est pas ma définition, mais moi, j'essaye de faire plus simple. Le logiciel open source, en fait, le code, il est là. En gros, pour moi, un logiciel open source, on peut l'étudier, mais on peut pas forcément l'utiliser, le copier ou le modifier. Le logiciel open source, le code, il est ouvert et disponible, on peut le regarder. Mais par contre, s'il y a une licence qui nous prive de quelque chose, comme l'utiliser, on n'est pas obligé on peut pas le faire. Je prends un exemple, Tous Anti-Covid Vérif, qui est l'application qui permettait de vérifier les QR codes au moment du confinement. C'était un logiciel open source parce que les sources étaient disponibles sur Internet. Par contre, on pouvait pas le modifier, on pouvait pas faire de proposition de code, on pouvait pas l'utiliser, on pouvait pas le dériver. Je pense aussi au code qui est le calcul de la taxe foncière, qui est disponible, je crois, sur GitHub. Alors, il n'a pas été mis à jour, mais je crois, et il est libre. On peut le voir, on peut regarder qu'est-ce qu'il fait, mais on peut pas l'utiliser, on peut pas le redistribuer. C'est ça la grande différence. Et souvent, on se fait pas trop la différence entre les deux, parce que c'est flou et c'est compliqué de faire la différence entre les deux, c'est vrai. Le logiciel open source, en fait, c'est mieux que le logiciel propriétaire, mais c'est pas aussi bien que le logiciel libre. D'accord. Oui, effectivement, c'est que c'est quand même un peu la même problématique que les procès qu'il y a pu avoir avec Monsanto sur les semences où il y avait des parties de matériel génétique de semenzogènes qui avaient été retrouvées dans des végétaux qui étaient différents de ces semences OGM et donc Monsanto avait fait un procès aux agriculteurs en disant ah bah oui mais vous voyez on retrouve une partie de notre code, on va dire, dans vos végétaux, du coup, on vous met un procès. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si on retrouve une partie de ce code dans un autre code, on enfreint la licence que que le développeur a mis dessus, quoi. Ouais, tout à fait. Et ce que tu disais sur la partie recherche, j'ai pas rebondi dessus, mais un logiciel privateur, il ne peut de toute façon être modifié que par l'éditeur ou la société qui édite le logiciel, puisque personne n'a accès au code. Souvent, c'est du code qui est compilé. Donc compiler, ça veut dire qu'on fait une étape dessus et que c'est transformé en langage machine. Et ce langage machine, il est illisible pour nous les humains. C'est une suite de 0 et de 1 et c'est impossible à lire. Ok. Et du coup, j'avais vu que les logiciels libres, effectivement, ce mouvement, il a commencé dans les années 90 parce que justement, il y avait les logiciels privateurs qui avaient commencé à se développer. Mais en fait, à la base de la base,
Si j'ai bien compris, les logiciels, ils étaient tous libres, quoi. Et c'est au bout d'un moment qu'il y a des entreprises qui se sont dit, ah oui, c'était compliqué de créer tel ou tel code, et du coup, pour avoir un retour sur investissement, entre guillemets, ils ont souhaité fermer le code. C'est bien ça? Alors, je suis pas au fait des tout débuts de l'informatique, faudrait que je me renseigne, mais il y a en effet un enjeu à rendre propriétaire une partie de ton code pour assurer ton business model. Même quand tu fais du logiciel libre, il y a des parties que tu vas pas forcément libérer parce que c'est ton secret industriel. Néanmoins, les entreprises qui font du logiciel privateur, beaucoup libèrent pas grand-chose. Je sais pas quoi dire. Alors, sur l'histoire en elle-même, tout ce que je peux vous dire, c'est que le début des logiciels libres vient de la nécessité des étudiants, parce que Richard Stallman, à l'époque, il était chercheur et étudiant, et il y en a d'autres, comme Linus Torvald, qui a inventé Linux, qui n'avaient pas les moyens de se payer certains logiciels propriétaires, donc se sont dit, ok, bah alors on va essayer, puisqu'ils avaient des connaissances en informatique, on va essayer de développer des choses. Et puis ils ont décidé, et puis il y a un mouvement qui s'est créé, de le libérer, de le partager, et c'est comme ça qu'aujourd'hui on a beaucoup de logiciels libres qui font tourner le monde. Ça, on pourra en parler juste. Ah bah oui, si tu veux peut-être, comme tu veux, en parler maintenant. J'ai tendance à dire souvent, à mes collègues podcasteurs, et certains sont pas d'accord avec moi, mais moi je démords pas. Si aujourd'hui on a Internet tel qu'il est, c'est grâce au logiciel libre. Je sais pas si les gens se rendent compte, mais la plupart des choses qui hébergent les applications ou les sites Internet aujourd'hui tournent sur des logiciels libres, puisque 95% des serveurs qui font tourner Internet tournent sur Linux qui est un système libre. Il y a beaucoup d'outils que nous on utilise qui sont libres, et il y a assez peu de briques propriétaires, à part les sites eux-mêmes ou les applications elles-mêmes. Et l'essor d'Internet, pour moi, vient de là. À partir des années 90, l'essor de Linux et l'essor d'Internet, ça vient de là. Aujourd'hui, il y a des smartphones, il y a des télés, il y a des consoles qui tournent avec des logiciels libres. Il y a plein de choses qui font tourner le monde, et pas que des ordinateurs de bureau. Parce que j'ai appris ce matin ou hier qu'il y a 4% aujourd'hui des ordinateurs personnels qui tournent sur Linux, qui est un système libre. Parce que dans le monde des data centers et d'Internet, c'est une majorité, mais dans le monde des PC de bureau ou des ordinateurs, c'est une minorité Linux. Néanmoins, c'est une minorité qui a beaucoup gagné ces derniers temps, puisqu'on est passé de 1,5% il y a quelques années à 4% aujourd'hui, ce qui est énorme pour un système comme ça. Ouais, c'est sûr. Et du coup, comment on explique le fait que la plupart des serveurs tournent sous Linux alors? Eh ben, il y a plusieurs choses. Et peut-être qu'on va reboucler sur un autre point que je voulais aborder, c'est le libre et gratuit. Il y a plusieurs choses. Souvent, on associe le logiciel libre au logiciel gratuit. Alors, c'est une de ses propriétés, mais c'est pas forcément vrai, parce qu'on peut avoir des logiciels libres qui sont en effet, le code est utilisable gratuitement, mais par contre, il faut des compétences pour l'exploiter. Nous, on vend nos prestations pour justement installer et maintenir des logiciels. Donc, c'est pas gratuit parce qu'à maintenir, ça coûte. Néanmoins, le fait que le code soit ouvert, libre, qu'il soit redistribuable et modifiable à merci, enfin à volonté, ça fait que il y a plein de gens qui sont mis à utiliser ces logiciels. Ça s'est répandu, et notamment dans les data centers, là où on a les ordinateurs, et ben ils utilisent ces systèmes et ils participent eux-mêmes à la modification des logiciels, et ça rend les logiciels robustes. Parce que si vous installez un système d'exploitation sur un serveur et que vous avez des nouveaux serveurs qui arrivent avec un processeur différent, avec je sais pas une carte réseau, donc la carte qui fait transiter le trafic différente, mais que votre système il s'installe pas, bah votre serveur il vous sert à rien. Par contre, vous êtes libre d'aller écrire un driver pour faire fonctionner cette carte, le reverser à la communauté pour qu'il se diffuse, etc. Ou alors participer au projet s'il y en a un,
de justement développer un driver pour cette carte. Donc ça a un vrai intérêt et ça rend les logiciels plus robustes, de mon point de vue. Il y en a certains qui disent que non, mais de mon point de vue, ça rend les logiciels plus robustes parce qu'ils sont audités et programmés par plus de personnes. D'accord. Ouais, donc en fait, on a tendance à centraliser beaucoup de choses. Par exemple, quand même, les serveurs, physiquement, ils sont assez centralisés, mais au final, la décentralisation du travail, autour du concept de serveur, il est vraiment très utile, quoi, parce que tout le monde peut travailler dessus. Ouais, alors historiquement, Internet n'était pas centralisé. Au tout début, c'était décentralisé. Et on a d'ailleurs 2 cas d'école de décentralisation du net qui vient de cette époque-là. Le premier que tout le monde utilise, c'est le mail, puisque notre fournisseur de mail, il peut parler à n'importe quel autre fournisseur de mail partout sur la planète. Nous, on a notre fournisseur de mail qui est quelqu'un qui héberge ses serveurs et qui travaille dans une coopérative. Et ben, il peut envoyer des mails à un grand comme Gmail, par exemple. Gmail peut envoyer des mails à Outlook ou à ProtonMail. Bref, ça, c'est vraiment la décentralisation. L'autre point, c'est lequel, à votre avis? L'autre grande chose qu'on a si je vous le dis, vous allez faire ah mais c'est bien sûr. C'est un truc qu'on utilise tous les jours? Non, mais par contre, vous, je sais que vous l'utilisez. Si vous donnez votre langue au chat, histoire de pas faire patienter notre auditrice et auditeur, je lui encourage à nous dire en note s'il a trouvé ou si elle a trouvé, c'est les podcasts. Puisque les podcasts, on peut les héberger où on veut. Parce que, d'ailleurs, vous et moi, on n'a pas le même hébergeur, mais par contre, les applications de podcast peuvent les télécharger n'importe où. C'est décentralisé. Et en fait, on a une centralisation d'Internet ces dernières dizaines d'années grâce aux grandes plateformes, les GAFAM, entre autres, qui ont centralisé notre usage, en fait. Mais avant, on s'était pas centralisé. Je sais pas si vous avez connu cette période où on discutait sur des newsgroups qui étaient l'ancêtre des forums, un peu. Non, vous avez pas connu, vous êtes peut-être trop jeune ou pas assez tech, je sais pas. Mais il y avait beaucoup de choses qui étaient décentralisées à l'époque et aujourd'hui on est sur une centralisation du net. On est en train d'essayer d'en sortir avec des logiciels libres comme justement Mastodonte, qui est une plateforme de microblogging où les gens peuvent héberger leur instance, etc. Mais on n'y est pas encore. Ça veut dire qu'on a quand même une certaine privation de ces plateformes, puisque, encore une fois, on est sur un côté privateur. Eh ben, ce côté de centralisé, décentralisé ou non centralisé, ouais, enfin, je trouve qu'il y a un parallèle à faire avec les semences. Je te vois acquiescer, Emma. C'est vrai que, en fait, quand on parle de semences paysannes, et ben, en fait, chacun fait ses semences et les échange. Et en fait, c'est ça aussi, tu parlais tout à l'heure d'une communauté qui enrichit, qui rend des logiciels plus robustes. Et ben, la théorie, mais aussi la pratique qu'il y a eu pendant des siècles avant que les entreprises semencières existent, ben, c'est que les humains se sont toujours échangés des semences et l'agriculture s'est jamais arrêtée. En fait, la diversité des pratiques, l'échange des entre guillemets des données, c'est-à-dire des semences, a fait que au fur et à mesure, ça s'est adapté aux conditions, ça a pu changer de terroir, donc ça a rendu en fait quelque part robuste les espèces et les variétés, parce que qu'une espèce passe d'un continent à l'autre, par exemple, on voit ça avec les tomates, les pommes de terre, les courges. Quand il y a eu la découverte de l'Amérique, ben en fait, ce sont des espèces qui aujourd'hui sont très cultivées en Europe, et c'est bien parce qu'en fait, il y avait une diversité qui a pu, grâce à des pratiques de personnes à différents endroits en Europe aussi, permettre l'évolution en fait de ces espèces-là, quoi. Et c'est vrai que sur la centralisation, depuis que les entreprises semencières sont nées, au début d'ailleurs, il y avait un grand nombre d'entreprises semencières, au moins en Europe et en Amérique du Nord. Donc on pouvait dire que peut-être même d'un point de vue des entreprises, c'était décentralisé. Et en fait, depuis 30 ans, on assiste à une centralisation énorme. Et il y a notamment un chercheur américain qui s'appelle Phil Howard, un sociologue qui a étudié justement l'accaparement de l'innovation par l'industrie, qui montre ça en reprenant tous les noms de plein d'entreprises semencières qui existaient et de voir aujourd'hui comment
par qui elles ont été rachetées pour voir qu'aujourd'hui, il y a 3 mastodontes qui sont Bayer, Monsanto. D'ailleurs, Bayer et Monsanto étaient 2 des 4 grands mastodontes. Et aujourd'hui, il y a Bayer, Monsanto, Syngenta et Limagrain. Voilà. Et après, il y a quelques autres, mais il y a eu une centralisation énorme. Donc, c'est vrai que je vois aussi un petit peu ce parallèle. Oui, totalement. Et on voit aussi l'intérêt de la décentralisation pour toujours aujourd'hui au sein du réseau Semences Paysannes. Finalement, le réseau défend beaucoup ce travail de garder des petits groupes. Et justement, Phil Howard, il parle alors c'est moche comme expression, mais de prolifération horizontale pour aller à l'encontre de justement cette tendance à l'homogénéisation, et où il dit que en fait à partir d'un certain moment, si un groupe de sélection par exemple participative grossit trop, ben l'idée c'est de diviser en plusieurs petits groupes pour garder un peu cette agilité en fait et cette adaptation très forte au terroir que seul un petit groupe permet en fait, en tout cas pour la sélection des semences, quoi. Et ben si ça vous va, je vous propose de justement passer à ce que tu as commencé à évoquer, Christophe, sur un peu la question du modèle économique entre guillemets. Et tu disais en fait, même si justement ces logiciels sont libres, c'est pas forcément gratuit de les utiliser. Est-ce que du coup tu peux nous expliquer un peu plus précisément, tu l'as un peu évoqué, mais en quoi consiste cette fameuse maintenance et ben voilà, comment vous rémunérez votre travail chez l'Hydra, comment vous vous organisez par rapport à ça? Ouais, je vais répondre à ta question et après, si tu le veux bien, j'aimerais bien qu'on revienne sur la centralisation et la politique du mouvement du libre parce que j'ai un parallèle que j'aimerais faire avec justement les semenciers et leur pouvoir. Il y a beaucoup de business models dans le libre. Il faut savoir que le logiciel libre, c'est aussi un secteur porteur qui marche bien parce que il y a un fort taux de croissance. En 2020, il y avait un taux de croissance des entreprises qui faisaient du logiciel libre de 8%. Ce qui représentait un beau chiffre d'affaires, mine de rien, puisqu'en 2020, il y avait un chiffre d'affaires généré en France, je crois que mes chiffres sont en France, c'était de 5,6 milliards d'euros, ce qui est pas mal pour quelque chose qui est libre. Et il y a plusieurs business models en fonction des cas. On va faire court parce qu'on n'a pas le temps d'explorer tous les business models, et si ça vous intéresse, je vous donnerai un podcast juste après. Le premier business model qu'on trouve, c'est le don et la contribution bénévole. Donc, ça veut dire qu'il y a des entreprises ou des personnes qui donnent aux éditeurs de logiciels libres et des personnes qui participent à la création de ces logiciels, soit des développeurs et des développeuses qui créent du logiciel, soit des personnes qui aident à l'écriture de documentation, soit des personnes qui remontent des bugs. C'est en grosso modo la contribution. Je vous donne un exemple. Je pense que vous connaissez l'association qui s'appelle Framasoft, qui est une association lyonnaise, et ils éditent 2 logiciels libres. Le premier est Peertube, qui est une plateforme de distribution vidéo libre, et le deuxième qui est Mobilisons, qui est une alternative à Facebook événements, enfin tout ce qui est à base d'événements. Et ben eux, ils marchent beaucoup sur le don. Ils font des appels aux dons toutes les années. La deuxième source que je vois, alors je vais pas être exhaustif parce qu'il y en a beaucoup, mais la deuxième source que je vois, c'est le support. Quand on est éditeur de logiciels libres, on peut vendre du support, notamment une entreprise qui est une très grosse entreprise qui s'appelle Red Hat, qui a été rachetée par IBM maintenant, mais historiquement, Red Hat édite une distribution Linux pour les professionnels, et cette distribution, ils la vendent avec du support. Elle est libre, elle respecte ce qu'on a dit, enfin, elle l'était, elle l'est plus. On peut voir le code, on peut l'utiliser, on peut la distribuer, mais pour l'utiliser, il faut payer une licence, c'est plus le cas. Mais il y a des clones en fait, parce que les gens peuvent utiliser le code de Red Hat Linux pour créer des clones. Si ça vous intéresse, allez voir ce qui se trame autour de Red Hat Enterprise Linux. Et Red Hat vend du support et fait payer les utilisateurs et utilisatrices qui sont souvent des professionnels. Ça se justifie. Il y a une autre forme qui se rapproche beaucoup, qui est ce qu'on appelle le freemium, c'est-à-dire que ou le
Open Core, qui est un logiciel. Nous, typiquement, on utilise ce logiciel-là pour un de nos services en ligne, qui est GitLab. Je donne un exemple. Tout le code est libre, tout le code est open source, on peut le voir. Par contre, il y a une partie du code qui est libre et utilisable sans licence, et il y a une autre partie du code qui est visible, mais qui n'est pas utilisable sur nos serveurs sans payer la licence, et des fonctionnalités qu'on appelle payantes. Donc là, on fait payer nos fonctionnalités. Et il y a d'autres entreprises comme nous, nous on est des freelances, mais nous on fait de l'infogérance aussi. On héberge pour des gens des logiciels libres, et on a plusieurs approches. La première, c'est juste on fait de l'infogérance, c'est-à-dire il y a une personne qui veut elle veut un Dolibar pour gérer son association, elle vient nous voir. Nous, on lui dit, OK, on va infogérer votre Dolibar, on va le mettre sur un serveur, puis on va s'assurer que les sauvegardes tournent bien, qu'il n'y a pas de problème, et puis on va le superviser, on va vérifier, puis s'il y a un problème, on intervient. Et on peut même faire l'interface entre vous et l'éditeur du logiciel, parce qu'on parle le même langage. Donc là, on vend notre temps de prestation pour héberger. C'est souvent ce qui se passe en infogérance. Et la deuxième approche qu'on a, c'est l'approche produit, type service en ligne. Et là, on développe 2 services en ligne qui sont basés sur des logiciels libres, mais on leur donne une marque, en fait. On leur donne un nom de produit. Parce que ce nom de produit, c'est pas juste de l'infogérance, il y a quelque chose qui va avec, il y a un service et un écosystème. Et là, on vend plus le temps qu'on met à héberger le produit, on vend l'utilisation du produit. Je prends un exemple tout bête, mais Frogit, qui est un des logiciels, enfin un des services en ligne qu'on développe, qui est une usine logicielle. Une usine logicielle, ça sert à héberger du code, à le distribuer, etc. et à s'organiser avec notre équipe. Et ce logiciel-là, il est basé sur plusieurs produits libres qu'on fait communiquer entre eux, et nous, on vend en fait l'accès à ce logiciel-là. Et nous, on l'héberge. Il y a des centaines de clients dessus. Il y a plein d'autres modèles économiques. Donc, si ça vous intéresse, je vous encourage à aller écouter le podcast qui s'appelle Projet Libre, qui est un podcast très intéressant sur les logiciels libres. Lui, il est vraiment orienté logiciel libre. Et notamment, il y a un épisode qui parle vraiment du financement du libre. Ok, on mettra ça dans les notes de l'épisode. Et en tout cas, Emma, je ne sais pas ce que tu en penses, mais sur le modèle économique, c'est difficile de trouver des parallèles avec les semences paysannes. Mais il y a peut-être aussi une des raisons, c'est que les semences paysannes, qui sont en tout cas dans les pays du Nord, un mouvement qui est pas si ancien que ça, qui date d'ailleurs de juste un peu après les débuts des logiciels libres, années 90-2000, mais en fait, c'est qu'il n'y a pas de modèle économique, justement, qui a été trouvé encore. C'est vraiment une grosse question et peut-être un gros point noir parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Christophe, pour les logiciels libres, ça demande beaucoup de travail, en fait, de les créer, de les maintenir, de faire des nouvelles versions, d'ajouter des fonctionnalités, de les partager, tout ça. C'est énormément de travail. Tout comme les semences paysannes, c'est énormément de travail aussi de faire de la sélection à la ferme, d'être entre paysans et de faire des échanges de pratiques pour s'améliorer les uns les autres ou se conseiller les uns les autres. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail, mais en fait, il n'y a pas encore de modèle. Il y a une espèce de modèle qui a été utilisé depuis les années 2000, qui est le modèle entre guillemets, je ne sais pas si c'est un modèle parce qu'on voit bien que ça ne fonctionne pas non plus très bien, c'est le fait d'utiliser des projets de recherche pour créer des communautés qui aillent au-delà seulement des communautés paysannes, de faire ce qu'on appelle la sélection participative, donc chercheurs, paysans et autres acteurs d'ailleurs des systèmes alimentaires pour ensemble travailler sur la question de la semence jusque souvent au produit fini. Donc en fait, on utilise le système, on va chercher de l'argent public parce que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose où on considère que c'est finançable au niveau de l'objectif par l'argent public. Et avec ça, on finance un peu de temps de travail. Mais au niveau des fermes et tout ça, ça suffit jamais. Ça couvre absolument pas les frais. Et voilà. Et puis, il y a aussi peut-être l'idée que, comme c'est fait les semences paysannes ont pour objectif d'autonomiser les agriculteurs. En
on va pas pouvoir vraiment beaucoup vivre de la vente de ces semences-là, c'est pas un objectif. Enfin, voilà. C'est une grande question côté semences paysannes, en tout cas, ce modèle économique. Et il n'y a pas encore de solution, mais en tout cas, avec les modèles économiques que tu as décrits pour les logiciels libres, je sais pas si y a quelque chose qui pourrait être transposable. Auditeurs, on attend vos propositions et vos réactions sur ce sujet-là. C'est vrai que j'ai pas parlé des subventions, etc., parce qu'il y a des fonds européens, des subventions françaises qui aident en partie le logiciel libre. Je vous laisserai les gratter. Par contre, moi j'imagine deux business models autour des semences paysannes, mais c'est pas des modèles directs en fait. C'est le premier, je vais faire un parallèle avec l'infogérance que j'ai décrit tout à l'heure, c'est le modèle du paysan. En fait, moi, clairement, j'ai pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas encore l'habitude de faire pousser mes fruits et légumes. Puis, de toute façon, j'ai pas forcément le temps. Mais clairement, je me dis, ok, est-ce que je peux pas trouver un paysan qui le fait pour moi, qui va utiliser des semences qui me conviennent, qui va faire pousser des fruits et légumes, et en fait, je vais lui acheter les produits finis. Et ça, pour moi, c'est clairement un parallèle très c'est très proche de l'infogérance puisqu'on vend notre temps finalement entre guillemets pour le bien de l'utilisateur ou du consommateur. Et puis le deuxième business model que je verrais, je sais pas s'il se fait, mais c'est peut-être me former à utiliser des semences paysannes. Je sais pas s'il y a des formateurs, formatrices qui m'aideraient à apprendre à jardiner ce genre de truc. Enfin, je sais pas. Mais pour moi, le premier modèle, le jardinier ou la jardinière ou l'agriculteur, l'agricultrice, j'ai même dans ma tête l'idée de me dire, ok, peut-être que dans les années à venir ou quand je serai dans ma maison, j'aurai tellement pas de temps de m'occuper de mon jardin, mais j'aurai peut-être les moyens de payer un jardinier ou une jardinière qui viendrait s'occuper de mon jardin. C'est un autre, à mon avis, business model autour de ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vois ça. Ah oui, c'est vrai que la dernière solution, je sais pas s'il y a des gens qui font ça. Je vois qu'il y a des personnes qui font ça pour les entreprises où du coup les salariés aussi peuvent participer sur des petits temps, du coup pas la totalité de l'entretien du jardin, mais ça se fait. Mais effectivement, pour l'instant, c'est vrai que ce qui est l'activité rémunératrice principale, effectivement, c'est de parler du fait que, en tant que paysan ou paysanne, on utilise des semences paysannes et d'expliquer en quoi ça fait une différence par rapport à un produit qui n'est pas issu de semences paysannes, quoi. Et effectivement, ça peut faire la différence. Mais il y a aussi beaucoup de réflexions sur comment rendre accessible ce type de produit à tous. Parce que du coup, est-ce que on fait un prix qui est plus important, mais dans quelle mesure? Et donc, est-ce que du coup, on s'adresse pas que à une certaine catégorie de population qui a les moyens? Ou comme quand toi tu disais, bah, par exemple, pour Red Hat, c'était majoritairement les entreprises finalement qui pouvaient payer ce type de service. Enfin voilà, il y a aussi toutes ces questions-là. Et puis il y a la question de parfois les paysans, eux non plus, ils n'ont pas le temps de s'occuper de cette partie-là, quoi. C'est-à-dire que il y a eu aussi une dépossession assez importante déjà du savoir-faire vis-à-vis des semences. Donc le retrouver, c'est long, et aussi juste faire sa semence dans un modèle économique paysan, ça rajoute beaucoup de temps. Et même si on économise l'achat des semences, du coup, bah parfois la balance est difficile à trouver et ça demande trop de travail, quoi. Typiquement en potagère, bah tu parlais des courges, les maraîchers ils peuvent pas produire les semences pour toutes leurs courges parce que vu qu'elles se croisent entre elles, faudrait qu'ils aillent ailleurs. Enfin voilà, il y a beaucoup de questionnements, plein de questions par rapport à ça. Non, Ouais, non, vas-y. parce que tu me fais une transition parfaite sur un point qui vient de popper dans mon esprit. C'est là où des coopératives comme la nôtre ont un grand intérêt. Imaginez des agriculteurs et agricultrices qui feraient partie d'une même coopérative un peu partout, soit dans la région, soit dans la nation, et qui en plus mutualisent un semencier peut-être en interne commun. On mutualise une partie de notre chiffre d'affaires pour payer quelqu'un pour faire des semences pour toute la coopérative. Imaginons un modèle comme ça. Est-ce que ce serait pas viable? Eh ben, il y en a qui le font, ouais.
Carrément. On vient de réinventer les artisans semenciers. Parce que je pense que c'était aussi le début de l'Imagrin. Hein. L'Imagrin est une coopérative qui s'est mise à faire de la semence et voilà. Donc en fait, je pense que c'est possible. Et en fait, tout dépend à quelle échelle en fait on le fait. Je crois que la question d'échelle est très Ouais, très importante. je Le pense nombre aussi, de ouais. personnes, le territoire, tout ça. Et pardon, vas-y Emma, je t'ai coupé pour parler enfin parce qu'il y a ça qui a popé à moi aussi dans ma tête, Trop bien. Waouh, mais on est si déjà tu disais que certains le faisaient déjà et peut-être tu avais un exemple à donner sur le fait que certains agriculteurs se mettaient en coopérative pour avoir un semencier qui fait de la semence pour plusieurs. Ah non, j'avais pas d'exemple. Je pensais vraiment plutôt aux artisans semenciers, mais là, du coup, c'est des agriculteurs qui se regroupent, enfin, artisans semenciers ou établissements semenciers qui se regroupent pour vendre des semences reproductibles, mais à des particuliers. Parce que au jour d'aujourd'hui, la réglementation fait que on peut pas faire ça légalement pour des professionnels. Parce que la réglementation semences étant ce qu'elle est, ouais, pour l'instant sur des gros volumes, c'est pas possible. En fait, pour les particuliers, on a le droit de vendre des semences qui sont pas inscrites au catalogue, mais pas entre professionnels. Voilà. Par rapport à ce que je disais au début de l'émission du podcast sur les copyrights, entre professionnels, on peut pas vendre des semences qui ne sont pas inscrites au catalogue. Par contre, pour les particuliers, on peut le faire. D'où l'existence d'une immense diversité finalement de variétés et notamment de variétés population pour les jardins des particuliers. Donc en fait, finalement, la biodiversité cultivée pour les particuliers, elle est peut-être un peu moins pauvre que celle qui est disponible pour les professionnels. Eh ben, si ça te va, Christophe, je te propose de repasser du coup à la partie politique et centralisation, parce que tu avais quelque chose que tu avais envie de redire. Oui, je voulais reparler de la centralisation et de la politique du mouvement. Ce qu'il faut bien comprendre dans le mouvement du libre, parce qu'on parle de mouvement, c'est que c'est quelque chose qui va irriguer la société dans son ensemble. Ça a commencé par les logiciels libres, mais ça se répand. Notamment, moi, je fais un podcast. Ce podcast et tout ce que je produis, c'est du contenu libre, puisqu'il y a des licences libres aussi pour la création de contenu, pour les vidéos, les audios, le texte, qui sont les Creative Commons, parce que par défaut, on est en France, hein, par défaut, c'est la propriété intellectuelle qui s'applique. Je crée du contenu, il m'appartient indéfiniment. Voilà. Mais par contre, je peux décider de lui mettre une licence libre. Et ce mouvement du libre, il va irriguer la population dans son ensemble. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mouvement-là, c'est un mouvement d'émancipation des gens pour justement nous permettre de nous émanciper des personnes qui essayent de nous priver de nos libertés essentielles. Donc l'accès au logiciel, l'accès à la connaissance, l'accès au vivant, l'accès à l'eau. On peut dériver ça. C'est aussi pour moi, mais pas forcément pour la plupart des gens, un moyen de lutter contre le capitalisme financier à outrance. Et justement, cet aspect centralisation et privateur, tout à l'heure, on a parlé des semenciers qui avaient le droit de vendre les semences brevetées. Je ne sais pas si vous en parlez dans vos podcasts ou si même vous y avez pensé, mais ça donne un pouvoir mais incommensurable à ces gens-là. Parce que si jamais, du jour au lendemain, ils décident de ne plus vendre leurs semences à quelqu'un, une entreprise, un pays, c'est une arme de destruction massive. Parce qu'on parle de nous nourrir. À partir du moment où on peut pas se nourrir, on peut plus rien faire. On meurt, c'est tout ce qu'on fait. Je sais pas si vous en avez déjà parlé de ça dans vos podcasts. Eh ben, écoute, non, on n'en a pas parlé. Je pense qu'on en est consciente et que la plupart des personnes qui gravitent dans le monde autour des semences paysannes en sont conscients aussi. Mais oui, ça pourrait tout à fait être l'occasion de faire un focus dessus. Ouais, je vous encourage à le faire. Nous, en informatique, on a un combat qui est un peu proche, qui est un combat de souveraineté numérique où il y a les lois des pays étrangers viennent interférer sur les lois locales. Moi, c'est un combat que je porte. Mais je voulais parler de ça. Je voulais parler de la répartition parce que je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire qui s'appelle... Alors, il y a deux versions du documentaire.
C'est un documentaire de Philippe Borel qui date de 2018 qui s'appelle La bataille du libre, en version longue qui fait 87 minutes, qui est projeté parfois en festival ou en cinéma, et la version plus courte qui va peut-être moins vous intéresser parce qu'elle est plus orientée tech, qui est Internet ou la révolution du partage. La version longue, La bataille du libre, est très intéressante. Si vous avez l'occasion de le voir passer dans vos cinémas d'arrêt d'essai, allez-y. C'est super bien. Ça dure 1h30, mais c'est très bien. Ça fait vraiment l'historique de où part le logiciel libre et puis où le mouvement du libre nous emmène. Et ça parle un petit peu des semences, un petit peu de la médecine, un petit peu de tous les aspects en fait de nos vies et comment justement ce mouvement-là est en train de s'insinuer petit à petit partout. Et en tout cas, ouais, quand tu parles de ça, d'insinuation, pour nous redonner, entre guillemets, j'ai pas envie de dire pouvoir, parce que justement, c'est souvent, au mot pouvoir, on met souvent une connotation négative, mais d'empowerment, je sais pas, enfin voilà, tu peux dire, émancipation, en fait, je pense. Ouais, émancipation, ça nous redonne la liberté. Tu peux dire, ça nous redonne la liberté. Voilà, et les semences paysannes, c'est vraiment ça. Et en tout cas, voilà, c'est un autre parallèle que je vois vraiment entre les semences paysannes et les logiciels libres, c'est cette notion d'émancipation. Nous, on parle d'autonomie semencière, mais tu as parlé de souveraineté. Et en fait, dans le monde agricole et alimentaire, enfin des systèmes alimentaires, on parle de souveraineté alimentaire. On en entend parfois parler à la radio en disant que la France fait beaucoup de choses pour la souveraineté alimentaire, mais au sens du gouvernement, la définition gouvernementale est un peu déformée par rapport à la définition primaire, originelle de la souveraineté alimentaire. Moi, je connaissais cette définition via une association qui s'appelle le CCFD Terre Solidaire, où eux, en fait, ils portent une vraie vision de la souveraineté alimentaire qui est le droit pour chaque pays de choisir son système agricole et son système alimentaire. Et en fait, cette association-là de solidarité internationale, en fait, elle met aussi beaucoup en avant justement les semences paysannes comme un outil fort de souveraineté alimentaire. Et donc voilà, autonomie semencière, souveraineté alimentaire, ça fait beaucoup écho à ce que tu dis sur les logiciels libres, en fait. Exactement. En fait, la souveraineté, quel que soit le domaine dans lequel on l'emploie, nous, on a le même problème avec la souveraineté numérique. Il y a pas mal de choses que les gens mettent derrière. Et ce que tu viens de dire, c'est très vrai. La souveraineté, c'est un rapport aux lois et au pouvoir qu'on a. Donc, on choisit dans notre territoire les lois qu'on applique et la manière dont on veut que les choses fonctionnent. C'est un vrai, pour moi, la souveraineté, c'est vraiment législatif, ce qui renvoie au pouvoir. Mais du coup, au pouvoir de choisir ce qu'on va faire ensemble. Parfois, la souveraineté, elle est mélangée avec l'autonomie alimentaire, l'autonomie numérique, et on utilise souveraineté à la place d'autonomie. Pour moi, c'est pas souhaitable. Parce que typiquement, il y a des gens qui utilisent le terme souveraineté numérique ou souveraineté alimentaire, et dans leur tête, ils pensent autonomie, ce qui est pas pareil. On peut être autonome sans être souverain, mais on doit être souverain et autonome, en fait. Oui, carrément. Et ça me fait penser justement à un exemple par rapport à la souveraineté numérique là dont tu parlais et qui relie aussi à l'autonomie, mais les deux sont, en tout cas dans cet exemple-là, les deux sont hyper liés, distincts et importants. C'est le cas d'une application qui est en train de se développer justement et qui est américaine. Donc ça s'appelle Seedlinked. Et du coup, l'association Métis a écrit un papier là-dessus qu'ils ont mis sur leur blog et qui est super bien, où en gros, ils se posent la question de est-ce que cette application, on a envie de l'utiliser ou pas. Et donc, en gros, pour résumer, c'est une application qui a un peu deux parties. Une partie d'évaluation variétale. Donc en gros, si on veut participer, c'est un réseau où on reçoit des semences et puis après on les observe pendant tout le cycle de culture et on applique la notation demandée par l'application. Et il y a une autre partie à cette application, c'est la vente en gros de semences. Qu'elles soient conventionnelles, bio, hybrides ou pas, il y a tout type de semences qui sont accessibles dessus. Et en fait, elle commence à être utilisée en Europe, mais du coup, effectivement, les règles américaines,
s'applique sur la gestion de données. Et du coup, la société qui développe cette application, elle possède les données que les gens produisent. Donc les gens sont pas souverains sur. Enfin oui, ils peuvent pas récupérer leurs données, ils peuvent pas décider de qu'est-ce que on va en faire Seedlink. Et même ils se réservent le droit de virer entre guillemets des gens si jamais je sais pas, il y a quelque chose qui se passe sur l'application. Alors, je suis sur leur site, en effet, ça a l'air d'être une application américaine. C'est pas une application libre, donc ça veut dire qu'en effet, ils possèdent tout, y compris les données. Par contre, nous, en tant qu'Européens, on a quand même une chance, on peut faire valoir notre droit à la RGPD. Ça veut dire que tout ce qui est données personnelles, on peut demander, on a un regard dessus, et ils sont obligés, parce que voilà, nous, on est citoyens européens, ils sont obligés de le faire. Ils vont traîner des pieds, etc. Par contre, nous, en tant qu'utilisateurs et utilisatrices de cette application-là, même si on est sur le territoire européen, on est soumis à leurs lois. Ça veut dire qu'ils font ce qu'ils veulent de nos données. Et si on va avoir, j'imagine, les termes d'utilisation et la gestion les termes de confidentialité, ou la politique de confidentialité, voilà, c'est ça que je cherchais. J'imagine qu'ils font un peu ce qu'ils veulent de nos données. Et puis, du coup, c'est là où c'est tout intéressant d'avoir une application qui serait libre et une base de données avec des données libres. Là, j'écoutais un podcast hier, justement, sur, je crois que c'est Data Food Watch, ou un truc comme ça. Je sais pas si vous connaissez l'application. Bref, une application et une base de données libre sur tout ce qui est nourriture. En fait, une base de données libre coupée à un logiciel libre ne poserait pas ce genre de problème, en fait. Mais c'est pareil, il faut des moyens pour développer ça. Oui, c'est un travail monumental. Et puis aussi, il y a une grosse peur au sein du réseau Semences Paysannes, et même plus largement, si on rend ces types de données totalement accessibles, qui y a accès, qui peut les utiliser. Alors c'est normal, hein, de toute façon, si elles sont libres, c'est un choix politique de le faire, mais du coup, il y a une peur d'appropriation par justement des grosses entreprises de semences qui pourraient ensuite les réutiliser pour faire de la sélection ou autre. Et ça, c'est aussi un gros questionnement de dans quelle mesure, en fait, des fois, on n'est pas bien aussi avec nos tableaux Excel et que ça fonctionne comme ça. Enfin, voilà, il y a toutes ces discussions qui sont pas mal en cours au sein des réseaux, quoi. D'accord. J'ai trouvé le nom que je cherchais, c'est Open Food Fact. Quelque chose sur les semences du même type, ce serait vraiment très bien. Ouais. Et oui, ce que je voulais dire aussi par rapport à cette application-là, c'était ça aussi, c'était on parlait de centralisation, décentralisation, et en fait, c'est aussi une méthode qui est centralisée d'évaluation variétale, et du coup, ça laisse pas non plus le choix aux utilisateurs de dire bah non, mais en fait, moi, cette méthode de notation des variétés, elle me va pas. Dans mon contexte, il faudrait telle ou telle autre méthode pour d'évaluation, quoi. Et du coup, ça revient à ce que tu disais sur les 4 libertés, c'est que là, il n'y a pas moyen de copier un morceau de cette appli et puis d'y appliquer, de la modifier et puis d'y appliquer notre propre méthodologie. Bon, et ben, je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Est-ce que toi, Christophe, il y avait encore des sujets que tu avais envie d'aborder qu'on n'aurait pas abordés ou pas? Non, j'espère ne pas avoir saoulé votre audience et vous. J'espère que tout était limpide. En tout cas, j'essaye. Je croise les doigts. Oui, très bien. Merci, c'était très intéressant. Eh ben, Estelle, peut-être tu avais une petite proposition de conclusion. Eh ben oui, pendant qu'on a discuté, j'ai essayé de noter un petit peu les parallèles ou les choses les ressemblances entre les logiciels libres et les semences paysannes. Et d'abord, il y a les 4 piliers un peu des logiciels libres qui sont les 4 libertés que tu as évoquées en introduction, Christophe, la liberté d'utiliser, de copier, d'étudier, de modifier. Et donc ça, je pense que oui, c'est quelque chose qui est partagé avec les semences paysannes. J'ai noté aussi que les logiciels libres étaient un mouvement qui est né dans les années 90 suite à l'émergence de l'industrie de l'informatique. Et en fait, ça me fait penser aussi au mouvement des semences paysannes. Alors en tout cas, dans les pays du Nord. Alors l'émergence est un petit peu plus tardive, mais elle est toujours aussi en réaction à une industrie semencière qui est née à la
fin du 19e, début du 20e et aussi beaucoup après la guerre, donc à partir des années 50. Donc voilà, une date d'émergence de cette notion à peu près concomitante. Tu as dit aussi, Christophe, que les logiciels libres, c'était la base du fonctionnement d'Internet. Donc, c'est la base de quelque chose qu'on utilise beaucoup, tous. Et ben, en fait, les semences paysannes, ça me fait aussi penser à ça, dans le sens où toutes les semences qu'on a aujourd'hui et que les semenciers, même que les semenciers créent, elles n'existeraient pas si ça n'avait pas été la base pendant des centaines et des milliers d'années de toute l'agriculture mondiale, en fait. Et s'il n'y avait pas eu tous ces échanges libres, on ne parlait pas de semences libres au Moyen-Âge ou à l'Antiquité, mais en fait, il y avait des pratiques qui étaient sûrement des pratiques assez libres et qui ont permis l'émergence et l'évolution de tout le reste de la société. On a beaucoup parlé aussi de non-centralisation pour les logiciels libres, et je vois aussi un parallèle avec les semences paysannes, où comme parle d'adaptation locale, on ne peut pas avoir quelque chose de centralisé. Et puis le dernier parallèle que je ferais, c'est sur la notion d'émancipation et de souveraineté, qui est une notion très forte dans le libre, qui est complémentaire de l'autonomie et que tu définis, Christophe, la souveraineté comme le pouvoir de choisir. Et en fait, voilà, pour les semences paysannes, il y a aussi cette notion sur laquelle peut-être on fait peut-être une erreur en disant qu'on parle d'autonomie semencière et que du coup ça apporte la souveraineté, mais en fait, en semences paysannes, on peut aussi avoir et l'autonomie semencière et la souveraineté. Et en tout cas, c'est ce qu'on cherche à faire, avoir la souveraineté sur les semences en essayant de faire évoluer la réglementation. Voilà, beaucoup de mouvements sur les semences paysannes travaillent là-dessus pour arriver à la souveraineté sur les semences. Et voilà, c'est un peu les 5 points de ressemblance, entre guillemets, que j'ai noté. Et puis le point sur lequel j'arrive pas à trop voir de ressemblance, c'est sur les modèles économiques, mais tu nous as donné des idées pour peut-être commencer à ouvrir d'autres voies. Donc voilà, on verra si ça met en route des choses dans le monde des semences paysannes, au moins par ici en France. Et bien voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup Christophe d'avoir bien voulu te joindre à nous pour faire ce parallèle. C'était vraiment très intéressant. Et puis du coup, auditeurs, auditrices, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous partager, autant à Estelle et moi que à Christophe, on transmettra. Et la dernière question, Christophe, as-tu une recette à nous proposer à base d'un élément de la biodiversité qui te parle, voilà, une recette, s'il te plaît. Oui, alors je vous fournirai la recette précise parce que je la fais pas très souvent, mais c'est les pâtes à la sauce crémeuse, à la butternut et au parmesan. J'espère que vous en salivez d'avance. Donc l'idée, c'est que vous prenez une courge butternut, vous la coupez en deux, vous la huilez un petit peu. Alors évidemment, vous enlevez les graines. À la place, dans le creux où il y avait les graines, vous pouvez mettre 2 à autant de gousses d'ail que vous voulez à l'intérieur. Vous retournez vos courges sur une plaque de cuisson, vous enfournez ça à 180 degrés pendant 45 minutes à le temps qu'il faut pour que ce soit, mou. Il faut tester avec le bout de son couteau, hein, mais je vous fais confiance. Pendant ce temps-là, vous faites cuire des pâtes. Des linguinés, c'est parfait, mais vous pouvez mettre des spaghettis ou tout un tas d'autres choses. Vous égouttez vos pâtes et vous gardez un petit peu d'eau de cuisson, 2 à 4 louches, dans un bol. Une fois que vous avez fini de cuire vos butternuts, vous raclez la chair, vous le mettez dans un robot, un blender par exemple. Pareil, là vous le mettez dedans, vous salez, vous poivrez, vous ajoutez tout ce que vous voulez dedans et vous mettez du parmesan. Alors souvent on met pour 250 grammes, enfin pour une courge butternut on met 250 grammes de pâte, 50 grammes de parmesan et de la crème fraîche, soit épaisse, soit fluide, soit du mascarpone, comme vous voulez. Moi la recette que j'ai c'est 200 ml. Vous mixez, ça va vous faire une sauce pour la rendre un peu plus un peu plus liquide. Vous rajoutez de l'eau de cuisson et après vous arrosez vos pâtes avec cette sauce-là. Vous verrez, c'est une pure merveille. Vous pouvez, si vous voulez, la sauce la manger en soupe. Voilà, c'est un peu
c'est un peu gras pour de la soupe, mais après vous pouvez rajouter de la courge, enfin faire plein de choses. Mais en tout cas, c'est une très bonne sauce pour les pâtes. Ça change des tomates parce que de toute façon, il n'y a pas de tomates en hiver. Par contre, il y a de la butternut. Exactement. Et pour choisir votre butternut, n'oubliez pas de demander à votre maraîcher préféré si c'est bien une variété population qu'il peut reproduire et s'il a la souveraineté sur sa variété. Eh ben, Trop merci. chouette. Christophe. Je vous enverrai la recette. Oui, et on la mettra dans la description de l'épisode avec d'autres infos que tu nous as données. Eh ben, merci encore, chers auditeurs. On espère que cette digression vers le monde de l'informatique vous a plu, peut-être vous a déstabilisé, mais en même temps, si ça vous a déstabilisé, vous avez dû apprendre plein de choses. Moi, j'ai appris plein de choses. Voilà, on espère que ça pourra aussi vous faire mouliner, réfléchir sur la notion de souveraineté, en tout cas. Et pourquoi pas vous faire réfléchir sur l'usage des logiciels que vous utilisez, en plus de réfléchir aux semences que vous utilisez. Merci Christophe, et puis à bientôt pour un autre sujet en podcast croisé. Oui, tout à fait, un podcast croisé, puisque a priori, je vais vous inviter sur le mien. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode croisé avec Christophe Chaudier. On espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux ou par mail ce que vous avez pensé de notre épisode. Et puis, on vous remettra dans la description de l'épisode le lien vers le site Libérapay qui vous permet de soutenir notre travail. À bientôt!